Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fascine autant qu'il dérange, l'intelligence. Oui, c'est un vrai paradoxe. D'un côté, c'est l'un des domaines les mieux étudiés, les plus solides de toute la psychologie, et de l'autre, c'est un concept rempli de mythes, de malentendus dans le débat public. Exactement. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur une analyse très fouillée du livre In the Know, Debunking 35 Myths About Human Intelligence. Oui, du psychologue Russell T. Warren. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ce que la science dit vraiment sur la nature de l'intelligence, ses bases biologiques et puis son impact réel sur nos vies. Et c'est un sujet essentiel. Ben oui, parce que la recherche sur l'intelligence, c'est sans doute la plus grande réussite de la psychologie en tant que science. On a un siècle de données, une théorie qui est mathématiquement bien plus sophistiquée que pour n'importe quel autre trait psychologique. Que la personnalité ou la créativité, par exemple. Voilà, c'est du très solide. Et pourtant, c'est là qu'il y a un décalage énorme avec ce que les gens pensent. Bon, alors, allons-y. Commençons par la base de la base. Quand un scientifique parle d'intelligence, de quoi parle-t-il au juste? Il parle avant tout d'une chose, le facteur G, pour facteur d'intelligence générale. D'accord. C'est la découverte fondamentale de Charles Spearman en 1904. Il a remarqué que les résultats des gens à différents tests cognitifs, ils n'étaient jamais aléatoires. Une personne qui est bonne en vocabulaire, elle a aussi tendance à être bonne en calcul, en raisonnement spatial, en mémoire. Donc, tout est lié. Toutes les capacités mentales sont positivement corrélées. Attendez. Ça me paraît contre-intuitif. Oui, je sais, c'est une réaction très commune. Vous êtes en train de dire que ma capacité à comprendre un poème et celle à assembler un meuble Ikea font appel à la même ressource mentale de base. C'est une excellente image. J'aurais juré que c'était des compétences complètement distinctes, dans des cases différentes de mon cerveau. Alors, c'est là que l'idée de Spearman est si puissante. Il ne dit pas que ce sont les mêmes compétences. Il dit qu'elles puissent toutes dans un réservoir commun, une sorte d'énergie mentale. Le facteur G n'est pas une moyenne, c'est un distillat. Un distillat, Oui, c'est la variance commune qui reste une fois qu'on a retiré ce qui est spécifique à chaque tâche. Et c'est pour ça que le contenu d'un test importe finalement assez peu. ah, et c'est ça qu'on appelle le principe de l'indifférence de l'indicateur, c'est bien ça? Exactement. Que le test utilise des mots, des chiffres, des formes, des images. Chaque item mesure à un certain degré ce facteur G. C'est ce qui permet aux psychologues d'utiliser des questions qui peuvent paraître très étranges. Voire un peu bête parfois. Oui, un peu bêtes, pour mesurer quelque chose de très profond. Donnez-nous des exemples concrets qu'on se fasse une idée. Alors, il y a les classiques, comme les items matriciels. Vous devez trouver la figure géométrique qui complète logiquement une série. Ça, je vois. C'est du raisonnement abstrait pur. C'est ça. Il y a aussi les items de codage. On vous donne une clé, genre 1 égale carré, 2 égale triangle, et vous devez traduire une longue série de chiffres le plus vite possible. Ça mesure la vitesse de traitement. D'accord. Ça ressemble à un test, mais vous parliez de questions plus étranges. Oui, mes préférés, ce sont les absurdités visuelles. On vous montre une image, et vous devez dire ce qui ne va pas. Ce qui cloche. Voilà. Le livre cite l'exemple d'un tuyau d'arrosage qui arrose à fond, alors qu'il n'est relié à aucun robinet. Ou un bonhomme de neige sous un soleil de plomb. Je me souviens d'avoir passé un test de ce genre, et il y avait une question sur un homme qui ramait dans un bateau, mais il ramait dans le sable du désert. Parfait exemple. J'ai passé 5 minutes à me demander si c'était un piège philosophique sur l'absurdité de l'existence. C'est exactement ça. Le but n'est pas de piéger, c'est de voir si vous identifiez l'incohérence la plus fondamentale avec les lois du monde physique. Ça demande du raisonnement, de la connaissance implicite, de l'attention. Et tout ça, ça mesure le facteur G. Tout ça charge en facteur G. Le fait que votre performance à cette question puisse prédire en partie votre performance en calcul mental. C'est ça, la grande découverte. C'est fascinant. Et tout ça est ensuite compilé en un seul chiffre, le fameux QI. Mais la méthode de calcul a changé, n'est-ce pas? J'ai encore en tête la vieille formule de l'âge mental. Divisé par l'âge chronologique, oui. C'est ça. Heureusement, on a abandonné ça. Cette méthode du quotient était très peu fiable. Un QI de 130 à 5 ans, ça ne voulait pas dire la même chose qu'un QI de 130 à 15 ans. Parce que le développement n'est pas linéaire. Précisément. Aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle un score de déviation. C'est-à-dire qu'on ne se compare plus à un standard abstrait, mais aux autres. Exactement. On compare la performance d'un individu à celle d'un échantillon représentatif de personnes du même âge. Par convention, on fixe la moyenne à 100 et l'écart type à 15.
Sur la fameuse courbe en cloche. Sur la courbe de Gauss, oui. Ça veut dire que 68% de la population a un QI entre 85 et 115. C'est un système bien plus robuste qui permet des comparaisons qui ont un vrai sens. Et ces comparaisons ne sont pas juste un exercice académique. Si ce chiffre est si standardisé, j'imagine qu'il a une base physique bien réelle dans notre cerveau. Est-ce qu'on peut voir l'intelligence avec un scanner? Voir est un grand mot, mais on peut clairement en observer les corrélats physiques. La corrélation la plus simple, c'est celle avec la taille du cerveau. Ah oui. Oui. Elle est modérée, entre 0,20 et 0,40, mais elle est constante à travers des centaines d'études. Ce n'est pas assez pour prédire le QI de quelqu'un en mesurant son crâne, loin de là, mais le lien statistique est indéniable. Mais j'imagine que ce n'est pas qu'une question de taille. La qualité du matériel doit jouer aussi. Absolument. C'est là que la neuroimagerie moderne devient passionnante. On voit que les gens avec des QI plus élevés ont, en moyenne, plus de matière grise. C'est-à-dire les neurones eux-mêmes. Et ils ont aussi une matière blanche de meilleure qualité. La matière blanche, ce sont les câbles qui relient les neurones entre eux. Les connexions. Voilà. Une meilleure matière blanche, ça signifie une meilleure isolation de ces câbles et donc une transmission de l'information plus rapide et avec moins de pertes. Donc ce n'est pas la bosse des maths, mais plutôt la qualité de l'autoroute de l'information dans le cerveau. C'est une excellente analogie. Le modèle dominant aujourd'hui, c'est la théorie PFIT, l'intégration pariéto-frontale. D'accord. Elle dit que l'intelligence n'est pas dans une seule zone, mais dans l'efficacité d'un réseau qui connecte plusieurs aires. Surtout dans les lobes frontaux, pour la planification, et les lobes pariétaux, pour l'information sensorielle et spatiale. Plus ce réseau est efficace, plus l'info circule vite et bien. Est-ce que ça veut dire qu'un cerveau plus intelligent travaille plus? Eh bien non, c'est le contraire, c'est ça qui est contre-intuitif. Ah bon? Des études ont montré que pour des tâches simples, les cerveaux des personnes avec un QI élevé consomment moins de glucose. Ils sont plus efficaces. C'est un moteur bien réglé qui consomme moins d'essence. C'est exactement ça. Il ne s'active à plein régime que lorsque la tâche devient vraiment, vraiment complexe. D'accord. On a donc une caractéristique psychologique mesurable qui a des bases biologiques claires. Maintenant, la question que tout le monde se pose, à quoi ça sert dans la vraie vie? On entend partout que les tests de QI, ça mesure juste la capacité à passer des tests de QI. C'est le mythe numéro 1, et c'est celui que le livre de Warnes s'acharne le plus à déconstruire, donné à l'appui. Le score de QI est l'un des plus puissants prédicteurs qu'on ait en sciences sociales. Vraiment? Oui, la clé, c'est de comprendre que c'est probabiliste, pas déterministe. Un QI élevé ne garantit rien, mais il met les probabilités de votre côté dans un nombre incroyable de domaines. Alors, surprenez-nous. Quels sont les domaines les plus inattendus? Eh bien, on peut commencer par les corrélations positives. Un QI plus élevé est statistiquement associé à un revenu plus élevé, à un emploi plus complexe, plus prestigieux, mais aussi à un meilleur sens de l'humour. Le sens de l'humour? Vraiment? Comment on mesure ça? Dans les études, on demande par exemple à des gens de juger de la drôlerie de blagues ou même d'en écrire. Les personnes avec un QI plus élevé ont tendance à mieux apprécier l'humour complexe et à en produire de meilleure qualité. C'est logique, en fait. L'humour, c'est souvent faire des liens inattendus. C'est une pure opération cognitive, oui. Mais les corrélations négatives sont encore plus frappantes. C'est-à-dire? Un QI plus élevé est associé à une probabilité plus faible de commettre des crimes, de finir en prison, de divorcer, de vivre dans la pauvreté et même de mourir dans un accident de voiture. Un accident de voiture? Mhm. Mais comment c'est possible? Ça veut dire que les gens plus intelligents sont de meilleurs conducteurs? C'est une excellente question. La recherche suggère une combinaison de facteurs. Probablement une meilleure anticipation des dangers, une vitesse de réaction plus élevée. Une meilleure prise de décision sous stress. Voilà. Mais aussi, plus largement, le facteur G est corrélé avec la capacité à anticiper les conséquences de ses actes et à éviter les comportements impulsifs. Et ça s'applique autant au volant que dans d'autres domaines de la vie. Mais la corrélation la plus forte, la plus étudiée, c'est bien celle avec la performance au travail, non? Oui, c'est là que les données sont massives. Ça a commencé dès la Première Guerre mondiale avec les tests Army Alpha et Beta sur des millions de soldats américains. D'accord. Ils se sont rendus compte que les scores prédisaient remarquablement bien qui ferait un bon soldat, qui deviendrait sous-officier. Aujourd'hui, des méta-analyses sur des décennies de recherche montrent que le QI est le meilleur prédicteur unique de la performance au travail. Et la corrélation est de combien? Environ 0,51. C'est énorme pour les sciences sociales. Mais
Est-ce que ce n'est pas une prophétie autoréalisatrice? Les entreprises utilisent ces tests pour embaucher. Donc forcément, les gens avec des scores élevés obtiennent les postes et, par définition, sont jugés performants. C'est la critique classique. Le test ne fait que confirmer son propre biais, non? Mais ça a été testé. Les études de validité prédictive sont conçues pour éviter ce piège. Elles testent un large groupe de candidats, embauchent tout le monde ou sur d'autres critères, et ne regardent les scores de QI que des années plus tard. Voir qui a réellement réussi. Exactement. Et la corrélation tient. La raison est simple en fait. Le principal mécanisme, c'est que l'intelligence est fondamentalement une mesure de la capacité à apprendre. D'accord. Les personnes avec un G plus élevé acquièrent les connaissances et les compétences de leur travail plus vite et plus facilement, ce qui les rend plus performantes. Ok. Donc on a une base biologique, une forte héritabilité, des conséquences très concrètes. Mais alors, comment on explique le phénomène le plus étrange de tous? Le fait que nous sommes tous, en moyenne, devenus beaucoup plus intelligents que nos ancêtres. Ah, ça semble casser toute la logique. C'est le fameux effet Flynn. Et vous avez raison, c'est un paradoxe magnifique. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est cette observation par le chercheur James Flynn que les scores de QI moyens ont augmenté de façon massive et continue tout au long du XXe siècle, partout dans le monde. Et l'ampleur est? Stupéfiante. Un Américain moyen d'aujourd'hui, qui passerait un test de QI de 1920, obtiendrait un score d'environ 130. Il serait considéré comme surdoué par les standards de l'époque. Exactement. Et nos gènes n'ont pas pu changer aussi vite, donc la cause est forcément environnementale. Il n'y a pas une seule cause miracle, mais ce que Flynn appelle un cocktail de la modernité. On peut citer une bien meilleure nutrition, surtout dans la petite enfance. Crucial pour le cerveau. Oui, l'augmentation massive de la durée de scolarisation, la réduction de la taille des familles aussi. Moins d'enfants, donc plus d'investissement par enfant. C'est ça. Et enfin, un environnement visuel et cognitif beaucoup plus complexe. Pensez à la différence entre un monde rural en 1900 et notre monde saturé d'écrans, de schémas. Mais le livre de Warren apporte une nuance importante. Cet effet semble s'essouffler. C'est la grande question, oui. Est-ce qu'on est en train de devenir plus bête? Souris, on observe en effet depuis la fin des années 90, dans de nombreux pays très développés, Danemark, Norvège, France, que l'effet Flynn a ralenti, s'est arrêté et parfois a même commencé à s'inverser légèrement. Et pourquoi? Ça suggère que les gains de ce cocktail de la modernité ont peut-être atteint un plateau. Une fois que toute la population est bien nourrie et va à l'école jusqu'à 18 ans, les gains deviennent plus difficiles à obtenir. Comment on réconcilie ça, ce pouvoir immense de l'environnement, avec l'idée que l'intelligence est fortement héritable? Ça paraît contradictoire. C'est le point de confusion le plus courant et il est crucial. L'effet Flynn ne contredit pas du tout l'héritabilité. Il faut distinguer le niveau moyen d'un groupe et les différences entre les individus au sein de ce groupe. D'accord. L'héritabilité, c'est une statistique qui explique la variance, les différences. L'effet Flynn, c'est un changement de la moyenne de tout le groupe. C'est l'analogie de la taille, c'est ça? C'est la mélave analogie. La taille humaine moyenne a énormément augmenté au XXe siècle, surtout grâce à une meilleure nutrition. C'est un effet environnemental massif. Comme l'effet Flynn. Exactement. Pourtant, à n'importe quelle époque, la taille reste un trait très héritable. Au sein de cette population mieux nourrie, les parents grands ont toujours tendance à avoir des enfants plus grands que les parents petits. Donc les gènes expliquent les différences entre vous et moi. Voilà. Les gènes expliquent une grande partie des différences de taille entre nous aujourd'hui, même si l'environnement explique pourquoi nous sommes tous les deux, en moyenne, plus grands que nos arrière-grands-pères. C'est pareil pour l'intelligence. C'est parfaitement clair. Pour résumer, si on assemble les pièces du puzzle, l'intelligence ou le facteur G, c'est une caractéristique psychologique bien réelle. Avec des bases solides dans la structure et l'efficacité de notre cerveau. Elle a un impact probabiliste, mais significatif sur presque tous les aspects de nos vies. Et en même temps, l'environnement dans lequel on grandit a un pouvoir spectaculaire pour élever le niveau cognitif de toute une population. C'est une excellente synthèse. Il faut ajouter que le livre de Warren est très honnête sur le fait que de nombreuses questions restent ouvertes. On est loin d'avoir tout compris. La recherche continue. C'est un domaine toujours extrêmement actif. C'est une parfaite transition. Pour finir, une pensée à méditer. Toute cette recherche, elle établit un lien très fort entre l'intelligence et notre capacité à résoudre des problèmes dont les règles sont connues. Mais qu'en est-il de la créativité ? Ah, la grande question. Cette capacité à générer des idées radicalement nouvelles, à changer les règles du jeu. Sa relation exacte avec le facteur G
reste un des grands mystères. Et ça nous laisse avec une question fascinante, Onel. Si on se concentre tant sur la mesure de l'intelligence pour résoudre des problèmes, passons-nous à côté de la compétence encore plus cruciale, qui est de poser les bonnes questions en premier lieu? Une excellente question pour la route. C'est peut-être là que se cache la prochaine révolution de la pensée.